prochain départ pour Chamonix pour quelques minutes. Veuillez vous présenter au contrôle, s'il vous plaît. Next departure for Chamonix in a few minutes. Please go to the checkpoint. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous ici sur la terrasse du Mont-en-Vert. Vous êtes à 1913 mètres d'altitude et comme tous les jours de l'été, depuis hier, eh bien, vous avez un glaciologue à votre disposition pour vous expliquer le glacier, son évolution, les sommets. Et je vous propose présentement, puisqu'un train vient d'arriver, même s'il n'était pas très rempli, on va parler un petit peu des montagnes. On va peut-être pas faire un tour d'horizon complet parce qu'il y a quelques nuages qui nous gênent. On va en tout cas parler des principaux sommets autour de nous, à commencer par un qui est caché dans les nuages, mais dont on voit la partie basse de la face ouest. Il s'agit des Drues, du petit Dru, derrière le grand Dru, donc on parle classiquement des Drues. Et cette face ouest, elle est vraiment très intéressante, elle est absolument mythique dans les Alpes. Elle fait 1000 mètres de haut, entre 2700 et 3700 mètres d'altitude, et elle est presque verticale, on parle d'une paroi subverticale. Ce qui a fait qu'elle a été gravie finalement qu'assez récemment dans l'histoire de l'alpinisme. Les grands sommets alpins ont souvent été conquis dans les années 1850-1860, l'année 1865 étant considérée comme l'année âge d'or de l'alpinisme, avec première ascension de l'Aiguille Verte, des Grandes Jorasses dont on parlera tout à l'heure. Et là, pour ce type de face, il a fallu attendre près d'un siècle pour qu'elle soit gravie, puisque la première ascension remonte que 1952. C'est une cordée française qui est passée dans la partie centrale de la paroi. Et quelques années plus tard, en 1955, c'est un alpiniste italien qui en a fait l'ascension, mais cette fois-ci sur la droite, au niveau d'un pilier qui a d'ailleurs pris son nom. L'alpiniste en question, c'est Walter Bonatti, d'où le pilier Bonatti. Et aujourd'hui, on serait bien en peine de regravir ce pilier, non pas parce qu'aujourd'hui on n'en est plus capable, mais parce que ce pilier s'est complètement déstabilisé entre le 29 et le 30 juin 2005. Vous auriez été sur la terrasse à ce moment-là, vous auriez pu assister à la chute de 292 000 mètres cubes. Ça fait 800 000 tonnes de granit. Il faut imaginer que c'est 5 fois le volume de l'Arc de Triomphe. Donc, imaginez un tel empilement, vous faites tomber tout ça. Évidemment, ça fait un énorme nuage de poussière. Et le lendemain, quand on est arrivé ici, eh bien, tout était couvert de poussière à des kilomètres à la ronde, donnant une vision assez apocalyptique du site. Et voilà pourquoi aujourd'hui, toute la paroi est rayée par une grande traînée grise de 700 mètres de haut. Malheureusement, ça c'est dans les nuages. Mais bon, comme les nuages bougent, on a peut-être bon espoir de voir cette traînée. À gauche, on voit un sommet sortir du nuage avec un bâtiment dessus. Ça, c'est l'aiguille des Grands Montets, sur laquelle est construit non pas un refuge, mais la station supérieure du téléphérique des Grands Montets, qui dessert tout le domaine skiable situé de l'autre côté. Domaine skiable magnifique, situé en haute montagne, etc. Et on peut également descendre sur ce versant. Mais dans ce cas-là, c'est uniquement du ski hors-piste, et du ski hors-piste assez difficile. Voilà pour ce secteur. Ensuite, tout au fond, là, il y a beaucoup moins de nuages. On voit une face, elle aussi, mythique pour les alpinistes. C'est la face nord des Grandes Jorasses. Les Grandes Jorasses, c'est 7 sommets qui culminent entre 4000 et 4208 mètres d'altitude. Mais ce qui fait surtout la renommée des Grandes Jorasses, c'est la présence d'une énorme face nord, dont on voit un bon tiers tout au fond. Face nord qui ne fait pas 1000 mètres de haut, comme dans le cas des Drues, mais 1200 mètres de haut, ce qui lui permet d'appartenir à ce que l'on appelle la trilogie alpine, c'est-à-dire les 3 plus grandes faces nord des Alpes. Face nord de la Eiger, face nord du Cervin, et ici donc face nord des Grandes Jorasses. Quelques pages mythiques de l'alpinisme y ont été tournées. On pense par exemple à un alpiniste célèbre des années 60, René de Maison, qui a passé plus de 14 jours dans la paroi avant d'être secouru quelques dizaines de mètres sous le sommet. Malheureusement, pour le compagnon de cordée, c'était déjà trop tard. Depuis le sommet des Grandes Jorasses, ensuite se développe toute une arête, c'est l'arête de Rochefort, qui se termine au fond à droite par une pointe qui a la forme d'une dent. C'est la dent du géant à 4013 mètres d'altitude. Et globalement, tout ce que vous avez au fond, depuis le col des Hirondelles jusqu'à la dent du géant, eh bien, toute cette arête, c'est l'arête frontière franco-italienne. Derrière, vous avez la vallée d'Aoste et donc l'Italie. Voilà, ça c'est pour la rive droite de la mer de glace. Et on termine avec la rive gauche. Juste au-dessus de nous, il y a une autre grande face nord. Ça, c'est la face nord des Grands Charmoz. Une face nord qui était complètement couverte de glace et de neige jusque dans les années 80. Et bien, pour la première fois, à la fin de l'été caniculaire 2017, il n'y avait absolument plus rien dans cette paroi. Et ça, évidemment, c'est un effet du réchauffement climatique. Même ces parois orientées au nord, pourtant réputées très froides, perdent leur carapace de glace et de neige. Puis là, la neige qui est présente, c'est juste la neige de l'hiver, mais comme il n'y a plus de glace dessous, eh bien, d'ici quelques semaines, de nouveau, il n'y aura plus rien. À gauche du sommet principal, une petite pointe très fine, très élancée, ça c'est l'aiguille de la République.
aiguille de la République, de par sa forme en bonnet phrygien en fonction d'où on la regarde. Et là encore, ça a été très compliqué d'en atteindre le sommet. Il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup d'échecs. Puis finalement, en 1913, il y a un grimpeur un petit peu plus malin que les autres qui a eu l'idée de se munir d'une arbalète avec laquelle il a fait passer la corde par-dessus le sommet avant de l'attacher derrière et de remonter le long de cette corde préalablement installée. Il faut dire que la partie terminale, et on le voit d'ici, hein, extrêmement raide, extrêmement compacte. Et même encore aujourd'hui, ça reste une belle ascension. Je ne sais pas s'il y a des grimpeurs parmi vous, mais c'est quand même côté 6C, 6C+. Et à cette altitude, ça reste une belle entreprise. Il y a un dernier sommet dans les nuages qui est visible depuis le Montanvert, s'il n'y avait justement pas ce nuage, c'est l'aiguille de Blétière. L'aiguille de Blétière qui, pendant une période sombre de l'histoire de France, a changé de nom. Elle a pris le nom d'aiguille du maréchal Pétain. Et bien heureusement, après-guerre, sur décision du conseil municipal, elle a repris son nom original d'aiguille de Blétière. Une aiguille qui en cache de toute façon toute une série, que l'on ne voit pas depuis le Montanvert, cachée derrière ses premiers sommets, puisque vous avez derrière encore l'aiguille du Plan, l'aiguille du Midi, le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit. Et enfin, on arrive au sommet du Mont Blanc. Tout ça pour vous dire que le sommet du Mont Blanc, il est caché derrière ses premiers sommets à 4808 mètres et 72 cm. C'est très précis, c'est la dernière mesure qui date de septembre l'année dernière, qui est surtout intéressante par rapport à la méthode que cela demande, une méthode par GPS différentiel extrêmement précise. Par contre, les centimètres, vous pouvez déjà les oublier, puisqu'il faut savoir que le sommet du Mont Blanc, c'est une calotte glaciaire qui fait 30 mètres d'épaisseur. Donc en fonction du vent, en fonction de la neige qui s'accumule, ça varie toujours un petit peu. Voilà pour notre tour d'horizon. Quelques mots enfin sur la visite pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous avez donc toujours la galerie des cristaux à visiter 150 mètres plus loin sur la droite. Pour la grotte de glace, malheureusement, pour aujourd'hui, c'est trop tard, parce qu'il faut évidemment avoir le temps de faire l'ensemble. Donc ça, ce sera pour les autres jours si vous n'avez pas eu le temps de visiter aujourd'hui. Par contre, de l'autre côté, vous avez 3 bâtiments historiques. Le grand hôtel du Montanvert à droite qui date de 1880, l'ancien hôtel du Montanvert au milieu 1840, et au-dessus encore un petit bâtiment qui s'appelle le Temple de la Nature qui date des années 1790. Et derrière ces 3 bâtiments, il y en a un 4e, c'est d'anciennes écuries transformées en glaciarium, c'est-à-dire en musée des glaciers avec des maquettes animées, des films, des panneaux explicatifs. Et ça, c'est ouvert jusqu'à le dernier train. Merci pour votre attention, bon après-midi à tous, et puis s'il y a la moindre question, n'hésitez surtout pas.